La Cour suprême, vous le voyez, c'est inscrit en bas de votre écran, révoque le droit à l'avortement. Chaque État pourra donc décider de ce qu'il veut faire, s'il veut l'autoriser ou pas. D'où ça vient, ça, Catherine? C'est un dossier qui a déjà quelques mois. Hein. Oui, et c'est un retour en arrière de presque 50 ans, puisque c'était le fameux arrêt Roe contre Wade de 1973, qui justement permettait aux Américaines de pouvoir se faire avorter. Donc ce qu'a décidé aujourd'hui la Cour suprême, dont on sait qu'il y a 6 juges conservateurs contre 3 démocrates, c'est d'enterrer cet arrêt, ce qui veut dire que désormais, ce seront les États qui décideront du droit à l'avortement. Ce qui veut dire que les États conservateurs, évidemment, risquent de l'interdire, bien sûr, et les États démocrates poursuivront la possibilité pour les femmes de se faire avorter. Donc ça fait effectivement plusieurs mois que la question avait été soumise à la Cour suprême, qu'il y avait eu des fuites, ce qui avait été une première quasiment dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire qu'un document de travail de la Cour suprême était sorti dans les médias américains, ce qu'on n'avait jamais vu, exactement, et ce qui avait permis une certaine mobilisation de l'opinion publique américaine qui disait qu'elle était quand même attachée en majorité à ce droit à l'avortement. Mais visiblement, les juges, dont 3 ont été nommés par Donald Trump sur les 6, ont décidé d'aller de l'avant et effectivement d'opérer ce retour en arrière de 50 ans. Alors, c'est la question que j'allais poser à Olivier Piton, qui est avec nous en direct. Vous êtes avocat, vous êtes français, vous êtes avocat à Washington. Vous êtes le bienvenu dans cette émission et je vous remercie d'avoir accepté de réagir tout de suite. C'est justement ce que disait Catherine. Ce qui nous intéresse, c'est que la Cour suprême, en fait, elle fait de la politique, manifestement, et 3 des 6 juges, effectivement, ont été nommés par Donald Trump, de sensibilité évidemment républicaine, c'est ça ? Oui, absolument. Ce qu'a dit Catherine Gentil est absolument juste et totalement complet. Il faut bien comprendre que, d'abord, c'est un vieux combat, c'est une vieille opposition entre la droite républicaine, une certaine droite républicaine, et la gauche démocrate qui dure depuis quasiment le choix de Roe and Wade, la décision de la Cour suprême de Roe and Wade en 1973, ça fait 50 ans que ce combat est l'un des combats majeurs, je dirais presque la mère de toutes les batailles entre les deux camps qui s'affrontent. Ce qu'a dit Catherine Gentil est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un retour en arrière de 50 ans. Pour les femmes, très concrètement, ça signifie qu'il y aura certains États qui décideront le maintien du droit à l'avortement et donc les femmes pourront se faire avorter, chaque État décidant en l'occurrence du délai qui courra pour bénéficier du droit à l'avortement, et certains États, entre sans doute 12 et 17, on ne le sait pas encore, américains, évidemment les plus conservateurs, qui décideront soit d'interdire purement et simplement le droit à l'avortement, soit qui le restreindront de telle manière qu'en fait ça reviendra à une interdiction de fait. Ce qui est intéressant en un mot de noter, c'est que Roe and Wade était déjà une décision des juges. Non pas une loi, mais une décision de la Cour suprême. Et là, on a une nouvelle décision de la Cour suprême. Donc les États-Unis et ce pays un tout petit peu particulier, où en l'occurrence, ça n'est pas la loi qui décide du droit à l'avortement, comme par exemple ça l'a été en France, ce sont les juges. Le Congrès n'a ni dans un cas ni dans l'autre eu son mot à dire, et c'est une spécificité des États-Unis. Catherine, pour être concret, ça veut dire qu'une femme devra aller dans un État voisin si elle souhaite se faire avorter. Ça, c'est possible de passer d'un État à l'autre? C'est possible, mais il y a des États particulièrement conservateurs qui ont déjà dit qu'ils se réservaient le droit de poursuivre les femmes qui iraient dans d'autres États justement pour se faire avorter à partir du moment où eux décideraient qu'il n'est plus possible de se faire avorter chez eux. Donc là, c'est une affaire d'une portée nationale aux États-Unis. Il y a Barack Obama, l'ancien président, qui a déclaré que c'était une attaque contre les libertés fondamentales de millions d'Américaines. À l'autre bout de l'échiquier politique américain, il y a Mike Pence, qui était le vice-président de Donald Trump, qui a dit que c'était en gros une journée formidable, puisqu'on avait rejeté dans les oubliettes de l'histoire, je le cite exactement, le droit à l'avortement. Lui, il faut savoir que c'est un évangélique convaincu et très, très militant. Il avait d'ailleurs participé à une manifestation. C'était la première fois qu'un vice-président des États-Unis participait à une manifestation qui a lieu tous les ans pour traduire à peu près, c'est pour la défense de la vie. Voilà, c'est la déclaration là,
à l'opposé de Barack Obama qui, lui, défend évidemment le droit à l'avortement. Donc on voit le niveau du débat, hein, c'est-à-dire que c'est entre anciens présidents, anciens vice-présidents, c'est dire à quel point la question de l'avortement aux États-Unis est un marqueur politique absolument fondamental. Olivier Piton, là-bas à Washington, là, je suppose que vous avez allumé un peu les télévisions et radios, etc. Les médias sont en boucle dessus ou pas, là, depuis qu'on sait... Cette info, elle est tombée il y a moins d'une demi-heure. Hein. Les médias sont en boucle, les réseaux sociaux sont en boucle. Il y a effectivement ceux qui condamnent, il y a ceux qui se réjouissent. On est dans une guerre idéologique totale. La question qui se pose en particulier à Washington et autour de la Cour suprême, c'est de savoir de quelle manière la mobilisation va s'organiser. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus violent? Comment vont réagir ceux qui défendent le droit à l'avortement? Est-ce que, en particulier, on attend de la part de l'exécutif sans doute une réaction au-delà de la condamnation qui serait peut-être extrêmement illusoire, mais de tenter de faire passer par la loi quelque chose qui jusqu'à présent ne l'a jamais été, avec absolument quasiment aucune chance de succès. Donc là maintenant, la double question qui se pose d'ici, c'est la réaction et deuxièmement la réaction populaire et la réaction politique. Et dans les deux cas, on est assez inquiet d'un côté par les violences qui pourraient être générées et de l'autre côté par l'impuissance réelle de l'exécutif et du législatif dans ce dossier. C'est le genre d'information, Catherine, dont le président doit se saisir, Joe Biden doit dire ce qu'il en pense. Ah oui, mais Joe Biden, il a déjà fait savoir qu'il était pour le droit à l'avortement des femmes, mais c'est ce que dit Olivier Piton, c'est-à-dire que c'est très spectaculaire pour nous, Français, mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, le président est peut-être l'homme le plus puissant de la planète, mais face à la Cour suprême, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est un pays de 350 millions d'habitants, dont le sort, en partie, dépend de 9 personnes, qui sont en plus des juges qui sont nommés à vie à la Cour suprême. Donc les fameux 6 conservateurs qui ont voté contre l'avortement sont là pour encore des décennies pour certains, parce que justement Donald Trump, dans sa grande clairvoyance, avait plutôt nommé des gens assez jeunes. Donc quand on sait qu'ils peuvent rester jusqu'à 80 ou 90 ans, ça veut dire qu'en plus l'espoir pour les Américains qui sont pour l'avortement est quand même très ténu, parce que ces juges-là vont rester extrêmement longtemps. Et c'est pour ça qu'on craint des violences. 3, parce qu'en fait ils étaient... ils sont morts. On se souvient de... On en avait parlé notamment, qui était mort, et que, donc voilà. Oui, et donc il a nommé des gens qui étaient sur la ligne politique des Républicains, c'est-à-dire des Républicains les plus conservateurs, hein, quand même, parce qu'il y en a certains qui sont quand même pour l'avortement, mais effectivement c'était la ligne politique que voulait défendre Donald Trump vis-à-vis justement des démocrates qui, eux, en avaient fait aussi un de leurs chevaux de bataille, ce droit à l'avortement. Le planning familial américain, d'ailleurs, vient de dire qu'il va essayer de se battre au quotidien pour lutter contre cette décision, mais franchement, l'espoir est très ténu. C'est pour ça qu'on peut craindre des violences, parce qu'il risque d'y avoir des grandes manifestations, voilà, et qui risquent de mal tourner. D'un point de vue juridique, Olivier Piton, les décisions de la Cour suprême, elles sont inattaquables, il n'y a aucun moyen de recours, rien du tout? Alors, il n'y a aucun moyen de recours auprès de la Cour suprême. En revanche, il y a toujours la possibilité, ce que l'on disait tout à l'heure, mais qui était extrêmement illusoire ici, de pouvoir utiliser la loi. Il faut bien comprendre que le moteur juridique qui a été utilisé par la Cour suprême n'était pas un moteur idéologique. Ils sont malheureusement beaucoup plus malins que ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont estimé que Roe and Wade avait d'une certaine manière, violer la séparation entre l'État fédéral et les États fédérés. Et vous savez, enfin, en tout cas aux États-Unis, c'est une question vitale, extrêmement importante, les prérogatives des États face à l'État fédéral. Et ce que dit la Cour suprême, c'est que Roe and Wade, donc la décision de 1973, avait violé le droit des États à faire ce qu'ils voulaient en matière de santé, puisqu'ils considèrent que le droit à l'avortement est d'abord une question de santé publique, et la santé publique est de l'apanage des États et non pas de l'État fédéral. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion du Covid. Donc c'est très habile. Et ça rend d'autant plus compliqué la riposte, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Catherine Gentil, la riposte est extrêmement compliquée parce que rien ne peut d'abord permettre de casser la décision des juges, puisqu'elle est fondée sur un droit fondamental aux États-Unis qui est la séparation entre les États fédérés et l'État.
Et deuxièmement, il faudrait une énorme majorité pour qu'une loi puisse être votée. Et évidemment, en l'état de la balance, de l'équilibre des forces entre républicains et démocrates, c'est absolument illusoire. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'alors, on dit, c'est évidemment un dossier hautement politique, hein, Catherine. Et puis, ce que faisait remarquer Didier François tout à l'heure pendant la pub, et c'est juste, les élections de mi-mandat, elles approchent quand même. Je veux dire, on est dans une séquence politique qui commence à se tendre sérieusement aux États-Unis. Hein. Et non seulement elles approchent, effectivement, mais en plus, on pense que les républicains vont gagner. Donc, ça veut dire que les combattants pour l'avortement vont avoir de moins en moins d'appui possible pour essayer de contourner cette décision de la Cour suprême. Et il faut souligner qu'en plus, c'est une décision qui a été prise aujourd'hui, alors qu'hier, la Cour suprême s'est aussi saisie d'un sujet hautement inflammable et emblématique aux États-Unis, qui concerne les armes et le droit pour tout Américain désormais de sortir de chez lui en étant armé. Donc ce sont les deux marqueurs politiques très importants aux États-Unis, les armes et l'avortement. Ce sont deux raisons de combat vraiment quasiment quotidiens entre les républicains et les démocrates depuis des décennies. Donc on voit bien que les États-Unis sont en train en ce moment de passer sous les fourches codines, effectivement, de l'idéologie républicaine, qui risque d'être renforcée par les élections de mi-mandat en novembre. C'est au mois de novembre, évidemment. Dernière question, Olivier Piton, parce qu'on parle évidemment de ces juges et de la force qu'ils ont dans la politique américaine. La population américaine, elle dit quoi? Elle est majoritairement pour ou contre? Parce qu'elle va quand même jouer un rôle. Je veux dire, si les Américains descendent par millions dans les rues, on peut peut-être imaginer quand même qu'il y ait quelque chose qui soit infléchi, non? Alors, tous les sondages depuis à peu près une vingtaine d'années démontrent qu'il y a une majorité, mais pas si importante que cela, en faveur du droit à l'avortement. Le seul problème qui se pose, si vous voulez, à ce stade, c'est que vous avez on va dire une légère majorité en faveur du droit à l'avortement, mais vous avez une opposition, enfin ce qui était une opposition et qui redevient aujourd'hui les grands vainqueurs de la journée, extrêmement radicalisée et qui a été dans l'activisme de très loin les plus efficaces, en particulier pour faire pression sur le planning familial, faire pression sur les cliniques qui pratiquaient l'avortement, jusqu'à créer de véritables déserts médicaux où il était impossible à des femmes de se faire avorter, sauf à faire des centaines de kilomètres. Donc cette puissance mobilisatrice-là qui a porté aussi à la fois Donald Trump à la Maison-Blanche et qui l'a amené à nommer ces 3 juges, et en particulier Amy Coney Barrett, la dernière en date à la Cour suprême, sera de toute façon autant mobilisée que la majorité qui est en faveur du droit à l'avortement. On est dans une confrontation idéologique et politique extrêmement forte, et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une sorte d'énorme majorité de vague, si vous voulez, en faveur du droit à l'avortement face à des juges isolés. Il va y avoir 2 camps extrêmement mobilisés qui vont s'affronter, et donc on en revient au point de départ, c'est qu'il n'y a pas à ce stade, pour l'instant, de voie de sortie pour trouver un moyen de casser la décision qui vient d'être prise par la Cour suprême.